toutes et à tous, bienvenue à Yoga Pyjama, le yoga où tu piges le yoga. Non, non, le Yoga Pyjama, le coin où tu piges le yoga. J'y arriverai décidément pas, je suis pas très fort pour la publicité. Aujourd'hui, on va s'étirer, donc à la suite d'une demande d'une élève, et je réfléchissais à ce que je pouvais vous dire en entrée de matière, et je me suis dit au départ que je pouvais pas vous dire grand-chose. Et puis après, je me suis dit que. Je me suis rappelé ce que me disaient les élèves. En fait, souvent quand on commence le yoga, il y a un premier obstacle à passer, puisque le hatha yoga, donc le yoga avec les postures, on l'aborde essentiellement par les postures. Et les postures, c'est une tonification, mais c'est aussi des étirements conséquents, et inhabituels et profonds. Et la première réflexion que j'entends souvent chez les personnes qui commencent le hatha yoga, et d'ailleurs parfois même chez des personnes qui pratiquent depuis longtemps, c'est ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal? Alors, c'est toute la question de comment on intègre les mots, comment est-ce qu'on interprète les choses. On va commencer par dire qu'un étirement, c'est une sensation qui s'exprime dans le corps ou une sensation qu'on peut recueillir à partir du corps. Quand je dis on, ça veut dire que dans le mental peut se saisir. Je ressens quelque chose dans le corps qui est de l'ordre d'un étirement musculaire, mais ça peut être aussi un tendon qui s'étire, pas un ligament ça se déplisse, c'est une autre histoire, mais bon, c'est une sensation qui peut être à peu près équivalente. La différence entre un muscle et un ligament, d'ailleurs, autant le dire, c'est qu'un muscle, on peut l'étirer pas sans fin, mais on peut aller très 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 loin. Un ligament, il a une taille chez chaque individu qui diffère, et quand on l'a déplissé au maximum, on ne peut pas aller plus loin, sinon on déchire. On peut déchirer un muscle aussi. Et donc du coup, je reviens à cette histoire de douleur. Et donc les personnes qui interprètent un étirement comme une douleur vont pas très loin dans la posture, ils sont très vite limités. Donc la première chose, c'est ce décalage, ce décentrement qu'il faut produire entre ce qu'on ressent et ce qu'on interprète. Donc il faut bien comprendre qu'un étirement, c'est pas quelque chose qui va produire, alors je ne vais pas parler de mots, mais de dommages. Un étirement ne produit pas de dommages, sauf si c'est trop mal fait, hein, si c'est fait rapidement, au-delà de tout bon sens. Bon. Donc je reviens sur l'idée, un étirement c'est quelque chose qui ne produit pas de dommages, au contraire, qui produit un bien-être. Et on le sent bien, à la fin d'une posture parfois et d'une séance de yoga, on se sent beaucoup mieux simplement parce qu'on a étiré tout le corps. Là on se parle, vous comme moi on s'est levé il n'y a pas trop longtemps, et certainement qu'on a des tensions un peu dans tout le corps. Pendant que je vous parle d'ailleurs, essayez de les percevoir ces tensions, et imaginez que dans un instant elles seront plus ou moins libérées. Ça veut dire que ces tensions seront passées par la pratique de l'étirement. Je reviens sur le mental, hein. Encore une fois, l'idée c'est de comprendre que la destination de l'étirement, un étirement du corps musculaire va produire un bien-être, ne va pas produire un dommage. Donc ça produit un bien-être, et à partir de là, la représentation va complètement changer. Alors, on va changer de mot, on ne va pas dire ça fait mal, sauf si vous avez envie de continuer à dire oui, mais ça fait mal quand même, dites-le, il n'y a pas de problème pour moi. Mais on peut dire c'est intense. Voilà, un étirement intense. Il y a une intensité. Ah. Donc là, vous voyez, on s'est un petit peu décentré de son ego, mais peut-être un peu plus centré par rapport au réel des choses. Ça crée une intensité. Est-ce que je suis à même d'observer, de regarder cette intensité à un endroit du corps, ça peut être le bas du dos. Qu'est-ce qu'on étire très fort aussi, ce sont les cuisses, hein, c'est assez difficile à étirer devant comme derrière. Les pieds aussi, hein, on va voir un truc sur les pieds qui est assez costaud. Donc cette intensité, est-ce que je suis à même de la regarder sans peur, panique? Sans peur, sans panique et sans peur, panique. Est-ce que je suis en capacité d'observer l'étirement comme il est? C'est-à-dire recevoir une information sans l'interpréter en fonction d'un futur dommageable. Alors, je tourne beaucoup autour du pot, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça? On ne fait pas qu'un étirement, bien entendu. On pratique le hatha yoga. Et dans quel sens?
eh bien, on s'est décentré de l'ego pour se centrer sur quelque chose. Alors, je ne vais pas dire qui est objectif parce que ça reste intérieur, donc subjectif, ça me concerne moi, mais il y a une distanciation qui s'opère. Une distanciation qui va pouvoir permettre une observation, et cette observation, elle agit dans le champ de l'expérience. Une expérience au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on observe de la manière la plus neutre, pas objective, la plus neutre possible, sans projeter des interprétations erronées, et donc on observe ce qui se passe, et on recueille l'information pour aller dans le sens de l'étirement. Pas bloqué, pas aller trop loin, vous voyez, être dans la juste mesure. Quand on produit cette expérience, on est véritablement dans un étirement propre à la pratique du yoga. C'est pas du stretching, dans le sens où je sais que je fais, je sais pas, n'importe quoi, je vais faire ce geste-là, ça peut être du yoga aussi. Je fais ce geste-là, puis j'étire. Ça fait mal là. Non, c'est pas ça. Ça peut être le même geste, mais en conscience. C'est-à-dire observer, ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Qu'est-ce que je ressens? Même si on ne sait pas exactement qu'est-ce que j'étire là. Est-ce que j'étire les muscles? Est-ce que j'étire les ligaments? Est-ce que j'étire les tendons? C'est difficile de le discerner précisément. Mais je sens qu'il y a des résistances qui sont différentes et des étirements qui se produisent différemment dans tout l'avant-bras. À partir de ce moment-là, vous voyez, il n'y a pas de grande différence entre le stretching ici et le hatha yoga. À partir de ce moment-là, on entre dans une pratique de conscience. Et quand on entre dans une pratique de conscience, on prend cette fameuse distance, on s'installe dans une observation neutre, c'est-à-dire qui ne convoque aucune représentation ou le moins de représentation biaisée possible, et on va pouvoir être beaucoup plus efficace. Plus efficace en termes d'étirement, ça c'est certain, je pense, plus que stretching, ou en tout cas au moins différemment, et puis efficace parce que c'est un retour sur la conscience. J'observe l'étirement, et observant l'étirement, je m'identifie de plus en plus à l'observateur en moi, c'est-à-dire la conscience. Et donc là, on peut être certain qu'on pratique le hatha yoga, qu'on ne pratique pas autre chose. On ne se trompe pas. La flèche touche bien le centre de la cible. Alors ça, bien sûr, c'est une métaphore empruntée au tir à l'arc zen, vous savez. Voilà, c'est ça. On ne fait qu'un. Et faire qu'un, c'est aussi la définition de la conscience. L'unité. C'est ça qu'on cherche dans la pratique, ou c'est pour ça qu'on pratique. Eh bien, c'est bien. On va commencer tout de suite. Donc, je rappelle, ce sont des séances de yoga improvisées. J'ai pris des notes juste avant la séance pour me rappeler des postures. Certaines d'ailleurs, il y en a une que j'ai jamais faite, je crois, jamais pratiquée. Je l'ai quand même essayé celle-là pour être sûr de ce que je ressentais. Donc du coup, c'est pas hyper bien structuré comme quand on prépare une séance, qu'on la revisite, qu'on la revoit, machin bidule, qu'on la corrige. Là, ça c'est vraiment improvisé. Alors c'est parti, on se retrouve au sol ensemble, si vous voulez bien. On va pratiquer cette posture qu'on appelle la croix Saint-André. Je ne sais pas si elle a un nom en sanskrit. Alors, c'est pas compliqué, on est allongé, on a les jambes, les pieds écartés, en V, et puis on envoie les bras au-delà de la tête, alors s'ils y vont, bien sûr, et les bras sont en V aussi. Et dans les cours de yoga, la petite plaisanterie, c'est V et V, qu'est-ce que ça fait? Alors parfois, il y a des élèves qui répondent W, donc je suis content, et je dis non, ça fait X, voilà. C'est la petite blague qui me fait plaisir, et qui me permet, alors je sais pourquoi elle me fait plaisir, parce qu'elle permet de se décentrer aussi, de voir les choses autrement, de manière enfantine, et ça me plaît beaucoup. Alors, si vous avez les coudes décollés du sol, bien entendu, ramenez le bras sur le côté. Si vous finissez les bras en croix, c'est pas grave, c'est pas essentiel d'avoir la posture comme elle est indiquée précisément, pour que ça soit confortable pour les épaules. Et puis on va déplacer sa pensée en même temps que la respiration. Alors c'est pas une pensée avec des mots, c'est une pensée avec le toucher. Je vais inspirer en ressentant du pied droit vers la main gauche et expirer, on y va ensemble, de la main gauche en ressentant tout le corps en diagonale vers le pied droit. Inspire, conscience des tensions dans mon épaule droite quand je remonte, et expire, j'essaie de relâcher en descendant.
continuez comme cela et je vais vous demander d'ouvrir votre champ d'expérience en intégrant l'observation du souffle dans les narines pendant que vous montez et descendez avec la pensée et le souffle. De l'autre côté maintenant, on va inspirer du pied gauche vers la main droite, inspire, ça remonte. Conscience détention de mon épaule droite et expiration, je redescends de la main droite vers le pied gauche en ressentant tout le corps en diagonale. Et je libère l'épaule. Conscience aussi du souffle dans les narines. Et puis on va ramener les bras le long du corps et on va serrer un peu les pieds. Épaule basse, paume de main, tournée vers le ciel. Et puis on peut s'étirer, bâiller, soupirer si on le souhaite. Je vous montre la suite si vous voulez bien, parce que on va, comme la séance est un peu courte, j'aime bien mettre dans ces séances improvisées plein de choses. Et on va cumuler trois niveaux de pratique dans une même pratique. Alors, j'ai les bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne, ce sont les torsions habituelles, les pieds écartés à la largeur des hanches. Vous vous souvenez, quand je détends les muscles des jambes, ça pèse plus lourd, les pieds s'enfoncent dans le sol, et du coup, il y a la bascule du bassin qui s'effectue, le creux lombaire qui revient en contact avec le sol, et la respiration yogique complète qui s'installe, elle était dans le ventre, ça remonte, donc conscience des tensions dans le dos et les épaules, expiration, tac, je relâche tout. Bon, ça c'est la préparation. On va ensuite, je continue de vous montrer, expirer, donc je laisse tomber les deux genoux à droite, ça c'est habituel, mais là on installe le deuxième niveau de pratique, je remonte la jambe gauche, la droite suit, pour la rejoindre dans un deuxième temps. On va être en mouvement comme ça, inspire, jambe droite, ça crée comme un grand écart entre guillemets, ça étire le pli des aines, voilà. Et on va pratiquer comme ça, cet écart là en mouvement dissocié des jambes, où une jambe tracte l'autre, puis l'autre tracte la première. Et quand je suis installé, voilà, là je suis installé à droite, je vais, la jambe du dessous, je vais la mettre, la croiser par-dessus la jambe du dessus. Ça s'inverse maintenant. Et ce qui fait qu'il va y avoir un étirement dans cette zone-là, intense. Puis, je repartirai pour inspire, jambe gauche, tac, et je me installerai de l'autre côté. Voilà. Essayons de bien croiser si c'est possible. Et de la même manière, je vais étirer. Voilà. Alors, vous allez s'il vous plaît ramener les plantes de pied en direction des fessiers, pieds écartés de la largeur des hanches, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Prenez conscience du corps en contact avec le sol. Puis, détendez les jambes. Laissez peser les pieds au sol. Le creux lombaire en contact avec le sol.
ces moments expiration, les deux genoux vont à droite, visage à gauche. Puis inspiration, ne remontez que le genou gauche. Le droit va être tracté par le gauche, puis continue à tourner la tête. Le droit rejoint le gauche au sol. J'appuie un petit peu avec le genou droit si je veux. Inspire, le genou droit, le visage. Le gauche suit jusqu'à rejoindre le genou droit, le visage à gauche. Et j'appuie un petit peu avec le genou gauche. Ça va créer un étirement supplémentaire. Inspire, je remonte. Et puis, quand je suis installé à droite, donc je dégage ma jambe droite pour croiser ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Là, il va y avoir un étirement supplémentaire de la cuisse droite, à l'intérieur, au-dessus, et puis à l'arrière, en bas, au-dessus du fessier, un petit peu le fessier aussi. En fait, au niveau du sacro-iliaque gauche, hein, quand je parlais du fessier, c'était le fessier gauche. Replacez la jambe droite là où elle était. Puis inspire, remontez uniquement le genou gauche. Visage de face, le genou gauche tracte, le genou droit qui le rejoint. Je m'installe genou à gauche, visage à droite. Puis je vais dégager la jambe gauche et croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ça continue de respirer dans le flanc à droite, ça n'empêche pas de libérer l'épaule droite. Hein. Je dégage la jambe gauche et puis je vais remonter les deux genoux en même temps avec l'inspiration. Je recale le bassin si nécessaire, attrape l'arrière du crâne dans les mains, je remonte pour libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale, et tac, je redéroule la colonne vertébrale, les épaules, l'arrière du crâne, nuque étirée, montant rentré. Je me retrouve au sol. Alors, je souligne au passage, si vous pratiquez tout seul, c'est-à-dire sans vidéo, sans bouquin, juste en ressentant les postures que vous connaissez. Si vous voulez aller plus vite, je veux dire, si vous avez une séance un peu plus restreinte, je ne sais pas, peut-être qu'un quart d'heure ou 20 minutes, vous pouvez comme ça, comme on vient de le faire à l'instant, empiler les pratiques. On en a empilé 3. Si vous faites ça, il faut que vous connaissiez bien les pratiques que vous empilez. C'est-à-dire qu'auparavant, vous les ayez pratiquées suffisamment longtemps pour les reproduire de manière instinctive, pour que ça vienne tout naturellement. Et ce qui fait que chaque pratique empilée va vraiment bien s'intégrer. Et puis bien entendu, il faut qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres. Alors si on le souhaite, on peut s'étirer à nouveau, bâiller, soupirer. Je vous propose de ramener les plantes de pied en direction des fessiers, et ça on le connaît par cœur, on l'a fait 100 fois. Inspire, je pousse la plante de pied droit vers le ciel. Expire, je repose le pied au sol. Inspiration suivante, c'est le pied gauche, plante de pied gauche que je pousse vers le ciel. Expiration, je repose le pied au sol. Alors, on ne cherche pas à étirer la jambe, c'est-à-dire qu'on ne reste pas longtemps en l'air, on repose le pied dès qu'on a fini d'inspirer. On décolle le pied dès qu'on a fini d'expirer. L'idée, c'est d'être synchrone avec le souffle. Inspire, je monte le pied.
C'est peut-être la meilleure façon au départ d'étirer le corps, c'est-à-dire d'être synchronisé et en mouvement avec le souffle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le mental s'abandonne. Il s'abandonne puisqu'il est concentré sur la synchronisation du mouvement avec le souffle et sa justesse. Et donc du coup, on met en œuvre souffle, c'est-à-dire énergie et conscience, observation. Donc on est vraiment dans la pratique du Hatha Yoga, c'est efficace, on sait que c'est efficace à ce moment-là. Et le mental ne produit aucun obstacle. En fait, si vous vouliez faire bien, entre guillemets, si vous vouliez vraiment étirer la jambe, c'est là que vous produiriez un obstacle. Souvenez-vous que l'idée c'est d'être unifié au corps et à ce que vous faites. Et pour être unifié, bizarrement, il faut en être dissocié au départ. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On a commencé par la droite, on va terminer par la gauche. Et se reposer aussi. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, souffler. Alors, on va continuer par une chose toute simple. On va étirer tout le corps, jambes, dos et colonne vertébrale, et puis épaules et bras, en envoyant les bras de la tête, et on entrecroisera les pouces comme ça. Voilà, un pouce l'un dans l'autre, et les doigts qui vont être tendus. Hein. Alors, chaque fois qu'on étirera les bras, on les laissera étirer, et puis sur l'expiration suivante, on étirera encore un peu plus. Alors, vous allez croiser les pouces, déjà faites-le. Alors, là, moi je croise comme ça, c'est la main droite qui prend le pouvoir, bien entendu, je suis droitier. Eh bien, du coup, je vais changer, et je vous suggère de faire ça. Je vais mettre le pouce gauche comme dominant. Pourquoi? Pour que ça fonctionne bien au niveau du cerveau, pour que ça soit aussi équilibré. Si je fonctionne toujours trop à droite, et bien du coup, les deux cerveaux ne fonctionnent pas de manière équilibrée, y compris le corps. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Souvenez-vous, on est toujours en train d'essayer de chercher l'égalité entre la droite et la gauche, le haut, le bas. Alors, j'ai serré les pieds, je tire les orteils vers moi, ça c'est important, je vais étirer mollets et cuisses, donc j'entrecroise, puis je croise de l'autre côté, les pouces, pour pas être trop dans une habitude, j'envoie les deux bras de la tête, j'inspire ici, et sur l'expiration, je pousse avec les talons et je tire sur les mains, les bras. Je serre le ventre aussi. J'essaye de coller le creux lombaire au sol. D'étirer la nuque. Et je vais ramener les bras le long du corps. Je relâche les pieds, les jambes, les épaules, les bras. Et puis si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler. Alors, pratique suivante, c'est la dominine au sol, qu'on connaît aussi assez bien.
Et je la trouve vraiment extraordinaire cette posture. Pourquoi? Parce qu'elle crée vraiment une détente très très profonde. Et puis elle égalise en même temps le côté droit du corps et le côté gauche. Quand on a fini la posture d'un côté et de l'autre, quand on a fait les deux parties. Et puis le haut et le bas du corps. Et ça c'est assez rare que ça soit aussi efficace dans une posture. Alors je vous remontre quand même la posture. J'aurai déplacé mes deux talons avec les jambes allongées sur la droite. Le buste va rester dans l'alignement en même temps que le crâne. Là, je regarde vers le ciel et je ne vais pas tourner ma tête à droite ou à gauche. J'envoie les deux bras au-delà de la tête. Alors, toujours pareil avec cette problématique d'épaule. Si mon coude est décollé du sol, tac, je ramène directement. Sinon, si tout va bien, je mets les deux mains à droite. Ça, c'est l'injonction, l'ordre, on va dire, entre guillemets, donné avec la parole. Mais ce qu'il faut entendre, c'est le souffle dans le corps. Alors, le souffle va se déplacer ici, donc inspiration, conscience, et expiration, je relâche. Et alors, je le fais bien sûr mécaniquement et mentalement, mais avec le souffle, on peut aller très très loin dans le lâcher prise. Et la main, ici, la main gauche, que je vous avais demandé de mettre à droite, elle va se retrouver à gauche. Donc, au départ, on place la posture, et après, on la laisse vivre, on la laisse se dérouler. Et si la main gauche revient à gauche, c'est bien. C'est pas mal par rapport à l'injonction de départ, c'est juste un point de départ. Alors, on y va ensemble. On va déplacer les deux talons à droite, jambes allongées, ne pliez pas les jambes. Puis inspire, envoyez les deux bras au-delà de la tête. Je déplace les mains sur la droite et j'expire. Et je commence à prendre conscience du souffle dans le flanc à droite. À gauche, pardon, excusez-moi, à gauche. L'inspiration qui remonte jusqu'à l'épaule et j'essaie de relâcher avec l'expiration. Alors là, c'est vraiment la détente produite par le souffle, c'est pas le mental. Puis on va plier les coudes pour protéger nos épaules, ramener les bras le long du buste, ramener les jambes en alignement. Alors c'est un moment intéressant parce que on ne voit pas les jambes, on essaie d'aligner, puis on va regarder si les jambes sont bien alignées. Ah non, elles sont un peu de travers, je les étends encore un peu sur ma droite. Et donc il y a une petite marge d'erreur entre ce que perçoit mon mental et la réalité du corps. Et ça c'est toujours intéressant de pouvoir en prendre conscience et de le corriger pour corriger le schéma corporel. C'est-à-dire avoir une représentation juste, de plus en plus juste, jusqu'à ce qu'elle soit parfaite du corps dans l'espace. Ça va être une aide vraiment très riche pour la pratique de la posture. Où est-ce que se situe le souffle dans mes narines, à gauche ou à droite? Puis perception du corps à gauche.
Et ce corps à gauche, je le compare avec le corps à droite. Donc regardez, voyez les ressemblances et les différences, sans jugement. Et puis maintenant, on va partir de l'autre côté, bien entendu. On va amener les talons sur la gauche, jambes allongées, on spire, j'envoie les deux bras au-delà de la tête. Je laisse glisser les mains sur la gauche et j'écoute le souffle qui s'installe dans le flanc à droite. Puis on va ramener les bras le long du corps, coude plié également. Et les bras, les jambes allongées dans l'alignement. Alors, tac, je révise. Ah non, c'est pas encore bien aligné. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout.
puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et peut-être que là, vous aurez ressenti dans le corps et après cette posture tout l'équilibre entre la droite et la gauche, le haut et le bas. Et si vous ne l'avez pas ressenti, peut-être que vous avez ressenti un bien-être qui est la conséquence de cet équilibre. Alors ça, c'est intéressant. Des fois, on a juste le bien-être et puis on veut y rester parce que c'est tellement précieux, un moment de bien-être. Sachez que ce moment de bien-être, on peut le retrouver tant qu'on pratique le yoga. Donc, même si s'évapore 3-4 heures ou 3 jours après votre séance de yoga, c'est pas grave. Vous allez le retrouver parce que vous allez recommencer la pratique. Donc, ne vous laissez pas peut-être complètement prendre par ce bien-être. Restez lucide. Et puis, allez voir, au-delà du bien-être, ou en deçà, ce qui a produit le bien-être. Et à ce moment-là, vous allez comprendre le yoga. J'insiste un petit peu parce que c'est le sujet de ces séances de yoga pyjama. D'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire de ressentir, d'aller de plus en plus vers la source. Et le résultat de ce bien-être, c'est l'équilibre. L'équilibre du corps, quand tout est détendu de manière égale, quand tout le corps est neutralisé, qu'il n'y a rien de saillant. Ça, c'est intéressant de le comprendre parce que ça va nous influencer dans nos vies. Voilà. Alors, on peut s'étirer, bailler, soupirer, puis on va continuer ces pratiques d'étirement. Alors, pour la suivante, on va rentrer dans ce qu'on appelle les postures de force. Bali Asana. Le bras, c'est-à-dire entre l'épaule et le coude, est collé plus ou moins contre le flanc, et puis l'avant-bras avec la main sont perpendiculaires. Dans l'idéal, il faudrait que les omoplates se rapprochent, la main touche ou l'avant-bras est en contact avec le sol. Donc on va rapprocher les omoplates pour ça, puis plier les jambes, basculer le bassin, inspire et expire, on va pousser les plantes de pied vers le ciel. On va reposer les plantes de pied au sol et s'allonger. Et si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bailler, soupirer. Et venir s'asseoir. Alors, l'autre aspect, je continue d'essayer d'expliquer les choses. Quand je dis d'essayer, c'est pas que vous auriez une difficulté à comprendre, mais j'essaye que les choses soient cohérentes et logiques. Une fois qu'on est dépassé, plus ou moins, j'espère plus que moins, cette barrière du mental qui nous fait mésinterpréter la sensation et qui nous la fait interpréter comme une douleur. Une fois qu'on n'est plus dans la douleur, mais dans la vraie compréhension d'une intensité de l'étirement, il va se passer autre chose. On va y aller dans l'étirement. Et je vous en parle après cette posture-là, parce que personnellement, ça m'est difficile de rapprocher les omoplates, de libérer les clavicules et de mettre les avant-bras dans l'alignement du corps. Et donc pour moi, personnellement, c'est un étirement intense. Mais j'y vais quand même et avec plaisir. Pourquoi j'y vais avec plaisir? Parce que j'ai laissé de côté cette interprétation d'une difficulté comme une douleur, mais d'une difficulté comme une opportunité d'étirement et donc de mieux-être. Une fois que le mental est d'accord avec ça, je pratique et j'observe. Je suis débarrassé de aïe aïe aïe, non non, aïe 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 c'est non non non, ah je veux pas y aller mais j'y vais quand même. Je fais plus unité avec la pratique. Donc c'est pas aïe aïe aïe, c'est ah c'est intense, j'écoute, qu'est-ce qui se passe?
et je vais de plus en plus loin dans la pratique. Ça, c'est très bien. Ça me permet de comprendre ce qui se passe techniquement, très bien. Les clavicules et les omoplates, ok, ça fonctionne ensemble. Ah, super. Une nouvelle idée dans mes gammes de yoga, première chose. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que une fois que j'ai arrêté la pratique, que je me pose en Shavasana, eh bien, j'ai une sensation de bien-être qui est décuplée. Je vous la fais courte, plus l'étirement est intense, plus ça libère de l'énergie et plus ça apaise le mental. Si on a une grosse tension à un endroit du corps, ça fait écho à un gros blocage au niveau mental, un mur, quelque chose qu'on ne peut pas franchir, dépasser. Et quand ce mur se délite un petit peu, quand cet étirement se fait, alors là, c'est quelque chose de moins lourd à tenir ou à porter. Voilà. Tous nos blocages, c'est des trucs qu'on tient. Voilà. On tient un mur, on se crispe, et là, donc, on lâche prise. Voilà. Et quand on lâche prise, ça fait vraiment du bien. On se centre un peu plus. Voilà l'intérêt de l'étirement. Là, on a tout compris de ce que c'était qu'un étirement vu par le Hatha Yoga. Il n'y a pas besoin de comprendre plus, en tout cas pas pour l'instant. Alors, on va continuer. J'ai noté des postures en vrac. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer par ça. La posture du guetteur. Donc, vous allez venir à quatre pattes, avancer un petit peu les mains, on y va ensemble si vous voulez bien. Retournez les orteils, on fait la planche en fait. Hein. Et puis, soit on regarde devant soi, soit on regarde au sol. On peut regarder au sol aujourd'hui. Alors, c'est une posture de tonification, mais aussi une posture d'étirement. On sent que ça étire le buste, ventre, poitrine. Une petite vertèbre qui vient de craquer, donc c'est bien que ça étire la colonne vertébrale. Les fesses ne doivent être ni trop hautes, ni trop basses. On va reposer les genoux, venir s'asseoir sur ses talons et s'étirer en chat. Les mains loin du corps, des coudes décollés du sol, les mains écartées de la largeur des épaules. On va voir que ça étire le bas du dos, ça étire le bas du dos avec le souffle, qui est dans le ventre, le bas du dos. Puis on va rapprocher les mains l'une de l'autre. Et on a vu à ce moment-là que le souffle s'installait entre les omoplates, ce qui fait que ça étire et redresse le haut du dos. Ça oblige à soulever le crâne peut-être du sol. Avec l'inspiration, sur l'expiration, on repose le front un peu plus loin. N'hésitez pas à vous accrocher avec les doigts. Hein. Et on va revenir en arrière. Laissez glisser les mains vers l'arrière, on monte sur la poitrine, inspire. Poussez dans les mains viennent sur les genoux. Et le menton quitte la poitrine au dernier instant, on peut s'étirer. Puisqu'on est à genoux, on va y rester si tout va bien. On va laisser la jambe gauche pliée et puis amener le talon droit devant. On est dans une demi-posture du lotus, quasiment, et une demi-posture du diamant. Est-ce que ça va bien pour la hanche? Est-ce que ça va bien pour la cuisse? De la même manière, n'effectuez pas la posture. Hein. Si ce n'était pas possible, vous pouvez allonger la jambe. Bien sûr que ça ne produira pas tout à fait la même chose. Ce qui m'intéresse dans la posture ici, c'est ce demi-diamant. Mais si vous avez un gros problème de genou, par exemple, n'y allez surtout pas. Hein. C'est vraiment important.
Alors, on va tourner vers le genou droit, où la jambe est en demi-lotus. On pourrait aussi poser le pied sur la cuisse, mais aujourd'hui, on n'a pas trop pratiqué les préparations pour aller dans ce sens-là. Si vous êtes très souple, faites-le, mais si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas non plus. Et puis, on va tourner le buste vers, donc le nombril vers la cuisse droite, et puis se poser sur la cuisse. Poser le ventre et la poitrine. Les avant-bras sont à poser à plat avec les mains posées à plat. Alors, il y a un étirement du fessier à droite, il y a aussi un étirement de la taille à gauche, et il y a quelque chose qui se passe dans l'articulation sacro-iliaque à gauche aussi. L'articulation sacro-iliaque, je la situe, c'est celle qui est située dans le très bas du dos. On va revenir tranquillement. Marchez avec vos mains vers l'arrière. On défait la jambe gauche. On défait la droite. On va ramener le talon gauche en direction du périnée. Et si c'est possible, pied la jambe droite. Alors il faut que le pied soit posé, le coup de pied pardon, soit posé au sol. On n'est pas sur le côté. Hein. On n'est pas sur le tranchant du pied. On est bien sur le coup de pied. Voilà. Et puis on va poser ses mains de part et d'autre du genou gauche. Tourner le nombril vers la cuisse. Et puis venir poser le ventre et la poitrine sur la cuisse si c'est possible. Les avant-bras posés au sol, les mains à plat. Et je reviens. Tranquillement. Et on peut se retrouver assis en Siddhasana ou Siddha Yoni Asana. Alors, c'est une approche de Siddhasana ou Siddha Yoni Asana, je dis toujours, hein, c'est-à-dire que je suis un homme, j'amène d'abord le talon gauche puis le talon droit. Je suis une femme, j'amène d'abord le talon droit puis le talon gauche en direction du périnée. On va inspirer, monter les bras, entrecroiser les doigts et pointer les index. Posture de la montagne.
L'inspiration redresse le haut du dos, l'expiration permet d'enfoncer un peu plus les ischions, les os pointus des fesses dans le sol. Là, je suis très solide au niveau des mains puisque j'ai entrecroisé les doigts. Ce que je peux faire peut-être, c'est libérer, délacer les doigts et puis poser les mains l'une contre l'autre. Ça demande plus de concentration, c'est-à-dire une attention plus forte. La concentration, c'est pas une volonté qui s'exerce, c'est une attention qui persiste. Et on va ramener les bras et les mains vers l'avant. Alors, je vous dis autre chose qui me vient dans la séance sur l'étirement. Je pratique autre chose que le hatha yoga, je pratique, on va dire, un yoga de l'esprit, on peut dire ça comme ça. Quand je dis je pratique, oui, j'y reviens sans cesse, et ça s'appelle Advaita Vedanta. Au contraire du Hatha Yoga, qui prend en compte nos dualités qui partent de notre état de nature, donc les dualités dans l'état de nature étant constitué uniquement de dualités. L'Advaita Vedanta, alors il y a plusieurs branches, plusieurs façons de voir, mais je ne suis pas spécialiste de ça. Je m'en sers simplement comme un chemin, comme une manière d'avancer. L'Advaita Vedanta, elle propose tout l'inverse. Elle propose qu'il n'y ait que la conscience qui soit réelle. Et le reste, c'est juste une production imaginante. Il y a la réalité, j'interprète. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Il y a la réalité, j'interprète, et l'interprétant, c'est jamais vraiment le réel. Il y a toujours un écart. Et ça, c'est pas faux. Hein. En revanche, la conscience en moi, qui est mon vrai moi, auquel je m'identifie, me permet de voir, plutôt me permet d'être unifié à moi, à mon vrai moi. Quand je produis un étirement dans le corps, il y a des résistances. Et Arnaud Desjardins, qui était un maître de l'Advaita Vedanta en France, il a beaucoup travaillé sur l'émotionnel. De ce point de vue-là, il est intéressant. Allez le voir, allez lire ses ouvrages, il y en a plein. Et puis sur des vérités dont on peut se saisir. Je vais dire simples, mais dont on peut se saisir. Il y a quelque chose qui est fort dans son discours, à Arnaud Desjardins, c'est dire oui. Dire oui à ce qui est. Alors, dire oui à ce qui est, c'est faire le constat de ce qui est, sans jugement de valeur. Voilà. Pas dire oui à n'importe quoi, pas laisser entrer dans sa maison n'importe quoi ou n'importe qui. Dire oui, c'est dire oui par exemple à une infraction. Quelqu'un qui veut rentrer dans la maison, voler la maison, il entre, il est rentré, et oui, ça s'est passé, je ne peux pas faire autrement. Bon. On revient sur les muscles. Quand j'écoute mon muscle, j'ai des résistances. Et là, j'en ai pour l'instant dans les cuisses qui ont été suffisamment préparées. Et ça dit non, en fait. C'est cela où je voulais en venir. C'est un discours un peu confus, excusez-moi. Mais ça dit non. C'est-à-dire que si j'écoute bien mes tendons, mes muscles, etc., je perçois que ça ne veut pas aller dans le sens de l'étirement. Ça dit non. Si j'écoute avec cet état d'esprit, j'entends le corps dire non. Le corps qui dit non, c'est déjà le mental qui dit non. Hein. Et donc je vais essayer de dire oui. Je dis oui déjà à cette résistance, je dis oui à ce non, si on peut dire. Puis, progressivement, ça se dilue, et c'est le muscle lui-même qui va dire oui. Le muscle, bien sûr, qui n'est que l'interprète de mon mental. Hein. Voilà peut-être une autre étape de l'étirement, quelque chose encore un peu plus subtil. Le maître d'Arnaud Desjardins, Prajnampad, il s'appelait Prajnampad. Arnaud Desjardins lui pose une question, il lui dit
qu'est-ce que c'est que être un homme réalisé, c'est-à-dire un grand sage ou un saint, ça dépend comment on voit les choses. Et Prajnampad, il lui dit un homme complètement détendu, un être humain complètement détendu, sans tension musculaire aucune. Et si on y pense, c'est vraiment très compliqué. Et je rappelle que Prajnampad, lui, il était pas dans il faisait un petit peu de yoga tous les matins, comme une pratique d'éveil le matin, mais c'était pas son credo, hein, le Hatha Yoga. Son credo, c'était l'Advaita Vedanta. Alors, on va passer à la suite. Ah oui. Alors, je crois que la pratique est intéressante à ce moment-là. Je vous ai parlé de oui et de non. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non dans la pratique? Est-ce que ça fait mal ou est-ce que c'est qu'une interprétation? Et là, peut-être que beaucoup d'entre nous vont être confrontés à cette histoire-là. En tout cas, moi, je le suis. Alors, on va venir sur les genoux, ensemble si vous voulez bien. Les orteils sont retournés. On va s'asseoir sur les talons, poser les doigts, si possible, au sol, et puis envoyer le buste vers l'arrière. Peut-être que le cœur dit non, 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 ou j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et on essaye de percevoir la sensation au-delà de l'interprétation. Puis poser une main sur la cuisse, puis l'autre. Peut-être que ça crie plus fort encore. Et peut-être le bout des doigts à l'arrière du crâne. On ramène les mains, on penche le buste vers l'avant, et on va défaire la posture. De quoi ça nous parle cette histoire? C'est bien pour ça que j'ai fait le lien entre le Hatha Yoga et l'Advaita Vedanta. C'est que là, on est peut-être, pour beaucoup d'entre nous, dans quelque chose de très intense. Et quand on est dans quelque chose de très intense, ça crée un état de panique, peut-être. Donc on perd le sens. Et des états comme ça, on peut rencontrer tout le temps dans la vie. Et c'est là que ça rejoint l'Advaita Vedanta. C'est-à-dire que dans une situation difficile de vie, qui peut créer un instant de panique, on peut dire oui. Oui à ce qui est dans l'instant. Puis ensuite agir. Le Hatha Yoga nous met dans des très bonnes conditions d'apprentissage de ça. Comme le théâtre peut nous faire jouer des rôles différents sans risque. Et puis après on va dans la vie, et bien on a plus de répondants. On sait mieux répondre, mieux adapter sa personne à des situations. Voilà. Je cloue la parenthèse. On va continuer sur les étirements tranquillement. On va venir à genoux. La jambe gauche allongée si possible. Le pied gauche dans le prolongement de la jambe. Pas les doigts de pied vers la caméra là, mais voilà, dans le prolongement. Et puis le bassin, alors qu'on essaie de le situer bien. On peut rentrer un petit peu le pied droit, pas forcément. Vous voyez si vous voulez adapter. Et on va attraper on est le goal du but, on va attraper le ballon à droite. Le visage reste de face. Puis la main droite, on va la laisser tomber, amener le dos de la main droite dans le dos et regarder le bras gauche. Inspire, je ramène le bras gauche et le genou gauche. On peut rester un instant comme ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que on prend conscience, encore une fois, d'une dualité. On avait pris conscience déjà avec la posture du sphinx, quand on faisait la planche. C'est que l'étirement, il n'est pas loin de la tonification. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et de toutes les manières, on est constitué comme ça. Hier, je parlais de muscles agonistes, c'est-à-dire des muscles qui travaillent d'un côté du corps, et antagonistes, des muscles qui sont influencés par le travail des muscles qui travaillent. Et ça peut s'inverser, bien entendu. Là, les termes agonistes et antagonistes déterminent juste une fonction à un moment donné. De l'autre côté, la jambe droite, le pied droit, si possible dans l'alignement, et on va attraper le ballon dans la lucarne à gauche.
la main gauche qui tombe dans le dos, et je regarde mon bras droit. Puis on va ramener. Inspire. Bien, je vous propose qu'on passe debout directement. Pieds écartés de la largeur des hanches. Et à nouveau, si on le souhaite, on peut s'étirer. Alors, on va pratiquer deux postures Balyasana. Alors, il y a juste, je vérifie quelque chose. Ah, bien sûr, je ne l'ai pas écrit, donc c'est pas grave. C'est toujours une histoire de pieds. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on serre les pieds ou pas? Alors, les pieds sont, on va le faire comme ça. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Et puis, on va monter les bras, mettre les avant-bras à l'équerre. Alors j'ai l'impression que l'inspiration est plutôt dans le haut du buste, ce qui fait que les omoplates se rapprochent, c'est l'idée de la posture, et l'expiration plus dans le ventre, ce qui fait qu'on rétroverse le bassin, on décambre. Et puis on va inspirer ici, se plier en deux, dans l'expiration, amener le buste face au sol. Et on voit si la posture reste immobile au niveau des bras. Serrez le ventre et inspirez, vous remontez. Alors, on essaie de ne pas tricher, de pas... ah oui, c'est un petit peu bougé. Voilà. Et on ramène les bras. De ne pas rectifier la posture quand on remonte, on a tendance à rectifier pour se donner l'illusion que tout a été parfait. Alors, les clavicules là, qui fonctionnent avec les omoplates, ça veut dire la clé en latin, c'est l'étymologie. Et Annick de Souzenel qui a écrit un... Donc elle, c'est une orthodoxe, ancienne catholique reconvertie à l'orthodoxie, qui s'occupe beaucoup de développement personnel. Je crois qu'elle était psychanalyste, psychothérapeute, infirmière au départ, et qui a appris l'hébreu, et puis le grec, je crois, pour traduire la Bible. Donc elle a fait un gros travail. Et elle a fait un lien entre les textes de la tradition chrétienne et le corps. Et elle dit que donc c'est toujours intéressant de puiser dans les traditions. En tout cas, moi, ça m'intéresse toujours pour mieux comprendre, avoir des représentations efficaces. Et elle dit que cette histoire de clavicule, c'est ce qui nous permet le passage vers donc la clé, c'est ce qui nous permet le passage vers plus de spiritualité. J'aime bien cette image-là. Si je cite Annick de Souzenel, c'est pour être le plus honnête possible. Hein. Puis pour vous donner des références qui pourraient vous intéresser les uns et les autres. Je crois que ça s'appelle simplement le symbolisme dans le corps, son ouvrage. Alors, même posture, mais avec les bras situés différemment, on retrouve ce qu'on a vécu tout à l'heure au sol. Paume de main ouverte, toujours avant-bras perpendiculaire au bras, et les bras, en revanche, là, collés plus ou moins contre le buste. Et puis expire, je vais... Je serre le ventre, inspire, je remonte.
Pareil, on peut observer ce que les avant-bras un peu bouger, ou les épaules, ou les bras. Tac, et on relâche tout. On va pouvoir étirer, bailler, soupirer. Je vous propose de coller les talons, les orteils écartés, donc les pieds en canard. On va produire une demi-lune à nouveau, mais là dans l'espace. La main droite collée contre la cuisse droite, elle va descendre tout à l'heure. Puis inspire, on monte le bras gauche. Le visage, lui, il ne va pas se tourner vers le bras gauche comme souvent dans les demi-lunes. Hein. Alors, décambrer, c'est-à-dire on va faire simplement ça, serrer les fesses. Si on serre les fesses, on sait qu'on protège le bas du dos. J'inspire ici. Expire, je bascule sur la droite. Inspire dans l'immobilité. Expire, j'étire un peu plus le flanc. Inspire, je reviens. De l'autre côté, main gauche contre la cuisse gauche, inspire le bras droit. J'inspire ici. Expire, je bascule à gauche. Serrez bien les fesses. Et inspire, je reviens. On va retrouver un écart agréable des pieds. Et à nouveau, on va pouvoir s'étirer, bailler, soupirer. Et on va continuer tranquillement la pratique. Alors, pieds écartés à la largeur des hanches, sur une même ligne. On va pratiquer ensemble. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous ne serez pas très surpris de la posture. On va tendre les bras simplement et puis se plier en deux. En deux crans, premier cran à 45 degrés, puis deuxième cran à 90 degrés. Toujours en regardant entre les deux mains pour redresser le haut du dos. Si j'ai pas de problème de cervical, bien entendu. Alors on y va, on inspire, on monte les deux bras. Expire. Inspire, je garde entre les deux mains. Et expire, je vais reculer les fesses avec le meilleur moyen de me plier. J'installe le corps plus ou moins à 90 degrés, à 45 degrés, pardon. Inspire, redresse le haut du dos. Tandis que l'expire qui est dans le bas du dos étire le bas du dos. Et quand j'étire le bas du dos, les bras peuvent s'envoler, partir vers l'avant. Puis expiration, on amène le corps
autant qu'il est possible à 90 degrés. Je serre le ventre et inspire, je remonte. Les bras reviennent le long du corps. Alors peut-être que vous prendrez conscience de l'étirement, du redressement du corps, on peut le dire comme ça, et puis aussi de la nuque. Alors la nuque, elle a fait cet exercice-là, elle est partie vers l'arrière, et si on y réfléchit bien, on penserait que pour l'étirer, il faut rentrer le menton. Parce qu'on a certains d'entre nous tendance à avoir la nuque un peu gibbeuse, c'est-à-dire qu'il part comme ça. On est voûté, et tac, la tête se redresse. Hein. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Et donc du coup là, si on note bien ce qui se passe, c'est que bien sûr la nuque s'étire à la suite de la colonne vertébrale, donc ça doit avoir un effet très important. Et puis paradoxalement, le fait de mettre le cou comme ça, avec la tête qui part en arrière, eh bien, ça a l'air de contribuer aussi à l'étirement. C'est une chose qu'on peut souligner, on met un point d'interrogation, et puis si on retrouve ça plus tard dans d'autres postures et d'autres séances, eh bien, on pourra faire du sens. Hein. C'est aussi une manière de pratique. Alors, on va continuer, pieds serrés, on va tirer l'arrière des jambes. Hein. On va se plier, poser son ventre, sa poitrine sur les cuisses, et on va passer les mains à l'arrière des genoux. Hein, à l'arrière des genoux. Essayez d'attraper les coudes, de bien coller la poitrine contre les cuisses, laissez tomber le front en direction des genoux. Et sur les expirations, on va pousser les plantes de pied vers pousser dans les plantes de pied, pardon, et pousser le bas du dos vers le ciel. Et quand on a étiré le maximum, on relâche. Les mains sur les genoux, montons sur la poitrine, inspire. Et on retrouve à nouveau les pieds écartés de la jambe. On va terminer par la torsion en triangle. Donc on a les pieds largement écartés, avec les orteils qui partent à droite et à gauche. Inspire, on monte les bras, les mains à hauteur d'épaule. Expire, on tourne sur la droite. La main gauche qui vient sur la jambe droite et qui va glisser vers le sol. Je regarde soit le sol, soit derrière moi. L'inspiration étire le dos à gauche et sur l'expiration, je peux intensifier la torsion. Les jambes sont tendues. Inspire, je vais remonter. Expire, je repars de l'autre côté. La main droite sur la jambe gauche qui va glisser, peut-être qu'elle viendra jusqu'au sol. Je regarde ou le sol ou le ciel. L'inspire, étire le dos à droite, laissez-le s'étirer.
et inspire chaud. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce que je retiens de ma séance d'étirement qui m'aura enseigné, qui m'aura appris des choses et qui me permet d'évoluer dans ma pratique de Hatha Yoga? La première chose, c'est de ne pas interpréter faussement une sensation forte d'étirement et de ne pas l'interpréter comme une douleur, mais l'interpréter comme une sensation forte d'étirement, simplement. Quand j'ai franchi ce cap-là, je peux entrer dans des postures qui vont durer de plus en plus longtemps et qui vont être de plus en plus efficaces. Ça, c'est la première chose. Peut-être que j'en suis là aujourd'hui. Si j'en suis là aujourd'hui, je me saisis de cette idée force. La deuxième chose, c'est que plus il y a de résistance dans le corps, à un endroit du corps, plus ça libère d'énergie, plus ça produit d'apaisement. Je me sens très stressé, je vais dans une posture qui demande beaucoup d'investissement psychique, mental, parce qu'il y a beaucoup de résistance, j'y vais ou j'y vais pas. Ça me fait mal, ou au contraire, je comprends que c'est un vrai étirement qui va être bénéfique. Deuxième étape, donc, j'entre dans cet étirement qui peut être contraignant pour moi, mais quand je me pose dans la pose yogique, j'en ressens les énormes bienfaits, donc je crée une roue vertueuse. Je sais qu'à chaque fois que je vais aller vers quelque chose qui me semble produire de la résistance outre mesure, ça va me libérer énormément, beaucoup plus qu'une posture qui est facile pour moi. La troisième étape, là où j'en suis, et ce que je vais retenir personnellement, qui va être l'idée force pour moi dans la continuité de ma pratique, c'est que, alors je le savais déjà, mais là, ça a beaucoup émergé, c'était très apparent dans cette séance pour moi, c'est que le mental, par le truchement du corps, dit non, 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 non. C'est la très forte résistance. Et donc j'accueille, moi je dis oui à ce non prononcé par le mental via le corps, je l'accueille complètement. L'accueillant, je vais le transformer en un oui. Au bout d'un moment, je vais plus sentir le corps, les muscles, etc. dire non, 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 je vais les sentir, les entendre dire oui. Et prendre plaisir à cette intensité d'étirement. Pourquoi? Parce que c'est une vraie libération. C'est un vrai cadeau qui est fait aux muscles, au mental, à l'être. Voilà. Je vous remercie. Et puis, on aura une dernière séance demain matin. Et je crois qu'il y a une dernière demande sur la tonification du bas du dos, quelque chose comme ça. Bon. Si c'est tonification, ce sera vraiment, on aura eu vraiment 4 séances qui se seront très bien articulées les unes avec les autres. Portez-vous bien, très belle journée et à très bientôt, à demain matin. Au revoir.